Dans l'Arctique suédois, un avion postal plonge vers le sol. Mayday, Mayday, Mayday 294. Inclinaison. Non, non. Inclinaison. Le cratère laisse deviner une trajectoire presque inimaginable. On était très loin d'un pilotage normal. Les enquêteurs sont sidérés. L'avion n'a pas pu faire ça. Je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ça, même de loin. Les indices font apparaître beaucoup de désordre Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas, je vois rien. et de confusion. Passé un certain stade, la confusion peut être fatale. Mais pourquoi laisser le commandant piloter l'avion vers le sol? De nuit, en croisière à 33 000 pieds au-dessus de la frontière entre la Norvège et la Suède, et sur pilote automatique, un avion postal effectue un vol pour la plus grande compagnie de fret aérien suédoise, Wester Sweden. On approche de Bodø et la température extérieure est douce, moins 61 degrés. Carburant? Âgé de 42 ans, le commandant espagnol compte plus de 3300 heures de vol. On reste à moins 30, c'est bon. L'officier pilote de ligne français a 33 ans et totalise autant d'heures. Sweden 294, route directe Vammen. Prévoyez une approche indirecte. Piste 01 à Tromsø. Approche indirecte piste 1, 294. Cet équipage expérimenté a décollé d'Oslo en Norvège peu après 23 heures pour un vol d'1 heure et demie devant le mener à Tromsø dans l'Arctique norvégien. L'avion cargo CRJ-200 achemine environ 4,5 tonnes de courrier à destination de cette ville septentrionale coupée du monde. Et il entre dans l'espace aérien suédois comme le prévoit son itinéraire. Sean Pruchnicki a été pilote sur CRJ-200. Je l'aimais bien parce qu'il a des tas d'accessoires. Il est aussi sophistiqué que des avions plus gros. Il est très rapide et a des lignes très pures, donc il est très sympa à piloter. Briefing d'approche? Allons-y. Approche ILS, piste 01, route en rapprochement 009. Le vol s'est déroulé comme prévu. Et l'avion doit se poser à Tromsø d'ici à une trentaine de minutes. Très bien. D'après la TIS, il faut s'attendre à une petite brise à 0. Qu'est-ce qui se passe? Le commandant de bord vient de remarquer que son avion est passé en montée rapide. Il fait baisser le nez. Quoi? Quoi? Redressez! Terrain, redressez. Redressez! Inclinaison. Allez, aidez-moi! 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 Oui, j'essaye. Tournez à gauche, à gauche! Non! L'équipage ne comprend pas ce qui se passe. Inclinaison. Mayday! 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 294! Mayday! 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 294, Message de détresse reçu. Qu'y a-t-il? L'avion chute de près de 10 000 pieds et se précipite vers le sol à plus de 725 km/h. Inclinaison. 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 Il faut qu'on monte! Aidez-moi! Oui, il faut qu'on monte! Tournez à gauche! Non, à droite! Inclinaison. À droite! Ok, bon sang! Allez, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Je sais pas, je vois rien! Inclinaison. À 8800 pieds, le CRJ-200 passe sous les faisceaux du radar.
Mon Dieu. Inclinaison. Quoi? Inclinaison. Non! 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 À plus de 940 km/h, le CRJ-200 percute le sol et le choc pulvérise l'avion. 3 heures plus tard, les hélicoptères des services de secours dépêchés sur les lieux constatent, avant même de se poser, que l'équipage n'a pas pu survivre. Les services de secours nous ont indiqué qu'ils avaient retrouvé l'avion et également qu'il était quasiment impossible que quiconque ait pu réchapper à l'accident. Le drame s'est produit dans un des endroits les plus déserts du monde. Le lieu de l'accident se trouvait dans une vallée assez plate, située en zone montagneuse. À l'époque, il y faisait très froid. La température descendait jusqu'à moins 25 degrés. Le lendemain, les enquêteurs de la Statens Haverikommission, ou SHK, l'équivalent suédois du BEA, arrivent sur place. Parmi eux, un technicien, Tony Arvidsson. Si près du pôle Nord, l'équipe n'a que très peu de temps pour trouver des indices susceptibles d'expliquer ce qui s'est passé. Le jour ne durait que 3 heures environ. En conséquence, il faut se dépêcher d'analyser les débris pour déterminer l'orientation du CRJ-200 au moment de l'impact. Ça, c'est l'avant. Donc, il volait vers l'est. Trouver les 4 coins de l'appareil confirme cette première constatation. La queue, le nez et le bout des ailes montraient que l'avion avait percuté le sol en volant vers l'est. C'est bien l'aile gauche. Sauf qu'elle n'est pas au bon endroit pour un avion volant vers l'est. C'est le premier indice. L'aile gauche est dans le secteur sud du cratère, la droite dans le secteur nord. Pour un avion volant vers l'est, cela devrait être le contraire. S'il arrivait de là, et que l'aile gauche est là, l'avion devait donc être sur le dos. L'impact a creusé un cratère de 6 mètres. Cela signifie que le CRJ-200 a percuté le sol à très grande vitesse. Il est arrivé à fond de train. C'est anormal. Ça signifiait que l'équipage exerçait un contrôle réduit sur l'avion. La position de l'épave et la profondeur du cratère révèlent que l'appareil avait dévié de sa route, qu'il volait sur le dos et à très grande vitesse. Chose incroyable, les 2 boîtes noires ont résisté à l'impact. Elles sont expédiées en France, où l'on va récupérer leurs données. Les enquêteurs espèrent qu'elles permettront de lever une partie du voile sur la trajectoire inexplicable de l'avion. Au fur et à mesure qu'ils récupèrent des enveloppes calcinées, les enquêteurs échafaudent leurs premières hypothèses. Il y a eu un incendie? Une explosion? L'un ou l'autre de ces événements expliquerait pourquoi l'avion est devenu à ce point incontrôlable à son altitude de croisière. Les enquêteurs rassemblent autant de débris que possible pour les analyser. Bon, ces 2 boîtes et tout ce qu'il y a là-dedans. Faites les prélèvements. Il faut déterminer si un incendie a provoqué le drame.
On a envoyé une tonne de débris à un spécialiste des incendies. La gouverne de profondeur, les câbles de commande. Et ça aussi. Les enquêteurs récupèrent 3,5 tonnes de débris. Surtout des éléments des commandes de vol. On a essayé d'exploiter au mieux le site. Il faut d'abord réunir les faits de manière rigoureuse et ça va prendre plusieurs semaines. Nous ne serons pas en mesure de donner de réponses précises concernant l'enchaînement des événements dans un avenir proche. Il faut compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Avant que l'hiver s'installe pour de bon, les enquêteurs doivent quitter le site, en espérant que la cause de l'accident se trouve dans les fragments qu'ils remportent. Les enquêteurs suédois espèrent que le contrôleur aérien norvégien de service le soir de l'accident pourra leur expliquer pourquoi l'équipage a perdu le contrôle à 33 000 pieds. Le premier signe d'un problème a été un message de détresse à 0h19. Mayday, Mayday, Mayday 294, Mayday, Mayday, Mayday 294, message de détresse reçu. Qu'y a-t-il? Donc, pas d'explication à cette urgence. Non, aucune. C'était un message de détresse imprécis. Et le contrôleur ne pouvait pas faire grand-chose d'autre qu'essayer de comprendre ce qui se passait. L'avion fonçait et il a viré à l'est, ici. Les données du radar confirment les observations faites par les enquêteurs sur le lieu de l'accident. L'avion descendait à grande vitesse, direction est, juste avant de disparaître de l'écran. Le plot a éclaté? Non, je n'en ai eu qu'un. Le radar n'a affiché qu'un seul plot, signe qu'il n'y a pas eu de dislocation en vol. Si un avion se désintègre en altitude, des contacts radars multiples apparaissent. Mais s'il n'y a qu'un contact qui se déplace lentement avant de disparaître, c'est que l'avion a piqué en étant intact. Les enquêteurs savent désormais que l'équipage a fait face à une urgence grave. Merci. Mais pour l'heure, rien n'explique une perte de contrôle aussi totale. À Stockholm, les enquêteurs passent les 3,5 tonnes de débris au peigne fin pour trouver une panne mécanique. On cherche la panne d'une gouverne. Les ailerons, les gouvernes de profondeur et de direction. Il faut tous les vérifier. Un avion est équipé de 3 gouvernes principales. Les ailerons contrôlent le roulis. Les gouvernes de profondeur le tangage. Et la gouverne de direction le lacet. Une gouverne endommagée, n'importe laquelle, peut être la source d'un problème. Mais Tony Arvidsson n'a jamais vu des dégâts pareils. Et il lui est impossible de retirer la moindre information des gouvernes. C'est inutile. On a essayé de voir si les gouvernes fonctionnaient correctement, mais elles étaient trop abîmées. Les enquêteurs tentent d'identifier les débris, notamment à partir du numéro de série des pièces, pour vérifier si toutes les gouvernes étaient encore fixées sur l'avion au moment de l'impact. Aileron gauche et droit, les 2 gouvernes de profondeur, la gouverne de direction, tout y est. On a découvert et identifié toutes les gouvernes. Donc il est probable que l'avion ait conservé son intégrité jusqu'au moment de l'impact. Les enquêteurs excluent donc toute panne mécanique grave pour envisager une autre hypothèse, celle de l'incendie à bord. Les analyses de la cargaison du CRJ-200 n'apportent toutefois guère plus de renseignements que celles des gouvernes. Ni incendie, ni explosion. Le fret a brûlé à l'impact. Pas en vol. À la recherche de réponses, Nicolas Seger
examine les données de l'enregistreur de paramètres récupérées en France. Les données de cette boîte noire étaient très importantes pour comprendre l'enchaînement des événements. Elles nous ont aussi aidés à calculer la trajectoire de l'avion. Il était en croisière à 33 000 pieds quand il a brutalement pris une forte assiette à cabrer. Normalement, un avion change d'assiette à raison d'environ 1 degré par seconde. Mais celui-ci a pris 6 degrés par seconde. Donc c'était un changement très rapide. Puis l'avion pique et il prend une inclinaison en roulis incontrôlable. Ce n'était pas normal. Une minute. Si l'avion a une assiette à cabrer, pourquoi est-ce que l'altitude diminue? Ça ne colle pas. Un avion dont le nez se lève doit prendre de l'altitude et ralentir. Or, les données du vol 294 montrent tout autre chose. Sa vitesse R n'a pas bougé, et l'altitude non plus, alors que cette dernière aurait dû indiquer une montée si les paramètres étaient exacts. L'avion n'a pas pu faire ça. Les enquêteurs doivent démêler ces paramètres contradictoires pour élucider le mystère de cet accident. Il va falloir tout reprendre pour savoir ce qui est arrivé. À Stockholm, la SHK essaie d'y voir clair dans les incohérences qui ressortent des paramètres du vol. Bon, supposons que la vitesse R et l'altitude soient exactes. Les données concernant l'assiette n'ont aucun sens. On a fait des calculs pour déterminer l'assiette réelle de l'appareil pendant la séquence. Ces calculs conduisent à une conclusion ahurissante. Donc, pas de cabrage? Apparemment pas. Les calculs démontraient que l'avion avait pris une assiette à piquer après le début de la séquence. À partir d'ici, les données indiquent une forte assiette à cabrer, alors que l'avion volait en palier avant de descendre. Bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le commandant de bord a cru que son avion montait alors qu'il volait en palier et en ligne droite. D'où une question troublante. Les pilotes du CRJ-200 ont-ils réagi à une urgence imaginaire? Si l'avion était en palier, pourquoi faire baisser le nez? Le fait que l'ADI, l'indicateur d'altitude côté commandant, ait brusquement indiqué une assiette à cabrer de 30 degrés est la seule raison expliquant que l'équipage ait fait piquer un avion qui volait correctement. La SHK découvre que les données sur l'assiette ne sont pas les seules à être aberrantes. Ici, le cap et le roulis aussi sont bizarres. Vous voyez? Ouais, c'est significatif. Ouais. C'est un nouvel indice important. En analysant les données de l'enregistreur, on a repéré 4 paramètres qui n'étaient pas cohérents avec les autres. Ceux du tangage, du roulis, du cap et de la vitesse sol. Tous les 4 sont fournis par une centrale inertielle qui contient des gyroscopes chargés de transmettre des informations aux afficheurs dans le poste de pilotage ainsi qu'à l'enregistreur de paramètres. Il y a 2 centrales, une par afficheur. L'enregistreur reçoit les infos de la centrale côté commandant. Les enquêteurs étudient les manuels de vol et les plans des circuits électriques de l'avion. La centrale 1 envoyait les données concernant l'attitude à l'enregistreur de paramètres et à l'écran d'affichage des données primaires de vol, le PFD-1. C'est une découverte de taille. Le PFD du commandant et l'enregistreur sont reliés à la même source d'informations sur l'assiette. Ça, c'est ce que le commandant a vu. La conclusion est des plus troublantes.
Ces instruments disaient au commandant que l'avion avait pris une assiette à cabrer, alors qu'il volait en palier. Et une inclinaison en roulis à droite, alors qu'elle était à gauche. Les instruments lui intimaient de faire baisser le nez, ce qu'il a fait. Malheureusement, l'information était erronée, d'où la perte de contrôle. En 10 ans, sur CRJ-200, je n'ai jamais rien vu qui ressemble à cela. Qu'est-ce qui se passe? Il est désormais établi que le commandant de bord recevait des informations fausses à cause d'une centrale inertielle défectueuse. Mais était-ce aussi le cas pour l'officier pilote de ligne? Ces instruments ont leur propre gyroscope. La centrale inertielle numéro 1 est reliée aux instruments du commandant. La seconde à ceux du copilote, mais pas à l'enregistreur de paramètres qui n'a donc pas consigné ces données. Est-il possible que les deux soient tombés en panne? Si ces instruments étaient exacts, l'officier pilote de ligne aurait dû voir que l'avion volait en palier et en ligne droite. Dans ce cas, pourquoi laisser son collègue faire piquer l'avion à grande vitesse? Pour le savoir, les enquêteurs reproduisent le vol en simulateur d'après les données de la centrale inertielle numéro 1. Ok, lancez l'animation. Celle-ci est presque incompréhensible. 3 secondes après que ces instruments indiquent une assiette à cabrer, le commandant abaisse le nez de l'avion. Les pilotes sont intervenus en utilisant les gouvernes de profondeur pour faire une action à piquer. Mais son ADI continuant de montrer que l'avion monte, le commandant accentue le piqué qu'il donne au CRJ-200. L'avion prend du roulis à gauche. Il poursuit son mouvement jusqu'à voler sur le dos. Et il finit par atteindre une vitesse de 508 nœuds. C'est incroyable que l'avion ne se soit pas disloqué sous l'effet des forces aérodynamiques. Toute action sur les commandes aurait pu arracher la queue ou les gouvernes. L'appareil percute le sol en volant à l'envers à plus de 940 km/h. La rapidité avec laquelle cet avion est passé d'un vol stable à un cratère fumant est stupéfiante, parce qu'elle sous-entend un taux de descente de plus de 20 000 pieds par minute et un piqué vertical presque à la vitesse du son. Donc, quoi qu'il se soit passé, ça s'est passé très vite. Les enquêteurs savent désormais comment l'accident s'est déroulé, mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi la panne d'un seul instrument a connu une issue aussi dramatique. Comment peut-on passer d'un vol en palier à 33 000 pieds d'altitude à un impact à 1000 km/h en quoi? 1 minute et 20 secondes? L'enquête est dans l'impasse. La panne d'un unique instrument dans un système à triple redondance devrait normalement pouvoir être prise en charge par tout équipage confronté à une situation de ce genre. Pour mieux comprendre comment les pilotes ont interprété les données, les enquêteurs analysent celles de l'enregistreur phonique. Écoutons ce qui s'est passé. Briefing d'approche? Allons-y. Il n'y a aucun signe avant-coureur de difficulté juste avant l'accident. Puis, D'après la TIS, voilà où les problèmes commencent. qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quoi? Ils se parlent à peine. On a été un peu surpris par l'absence de communication pendant les 10 ou 12 secondes qui ont suivi l'apparition du problème. Redressez! pour une raison inconnue, les deux hommes n'ont jamais évoqué l'assiette. Allez, aidez-moi! 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 Oui, j'essaye. Tournez à gauche, à gauche! Et ils n'ont pas discuté de la moindre solution. Inclinaison. Arrêtez. Inclinaison. Inclinaison, inclinaison. Ça commence quand?
au bout de 13 secondes. À 40 degrés, exactement au bon moment. Cette alarme doit se déclencher quand l'inclinaison de l'avion atteint 40 degrés. Et c'est exactement ainsi qu'elle a fonctionné. L'indicateur d'inclinaison, et donc l'alarme correspondante, sont reliés à la centrale inertielle affectée aux instruments de l'officier pilote de ligne. Le déclenchement de cette alarme est une information capitale. La deuxième centrale inertielle fonctionnait correctement. Le copilote avait des indications justes. Il aurait donc dû savoir que le nez de l'avion n'avait jamais été relevé. Mais pourquoi laisser le commandant piloter l'avion vers le sol? Montons et tournons à droite. Très bien. Cela fait un nouveau mystère à élucider. D'après Lattice, il faut s'attendre à une petite brise à 0. Qu'est-ce qui se passe? Quand le commandant entame le piqué qui va leur être fatal, le copilote n'intervient pas. Pourquoi? En analysant les données de l'enregistreur de paramètres, les enquêteurs découvrent que les deux hommes ont reçu ce qu'on appelle une alerte de désaccord. Elle apparaît sur leurs deux PFD quand ces derniers affichent des informations divergentes pour une même donnée, en l'occurrence les lettres PIT pour assiette à cabrer. Lorsque le commandant a vu une assiette à 30 degrés et que son collègue continuait de voir un avion en palier, tous deux ont reçu cette alerte de désaccord. C'est une constatation déroutante, car les pilotes sont formés pour réagir à un tel cas de figure. Redressez! On est en droit d'espérer une remarque du genre « Apparemment, on m'indique une forte assiette à cabrer. Qu'est-ce que vous dit votre afficheur ?» Assiette à cabrer? En cas de divergence, les pilotes doivent vérifier un troisième instrument pour établir lequel est défectueux afin de le faire basculer sur la centrale inertielle en état de fonctionner. C'est le mien qui marche pas. Je passe sur la centrale 2. Dans l'idéal, ce qu'on appelle l'ADI de secours aurait permis de trancher. Avec trois sources d'information, les deux qui coïncident sont celles auxquelles on apprend à se fier en formation. Bon, que disent-ils après? Mais à l'écoute de l'enregistreur, Il faut qu'on monte. Aidez-moi. Oui, il faut qu'on monte. Tournez à gauche. c'est une toute autre discussion qui a lieu. Inclinaison. À droite! Ok, bon sang! Inclinaison. Les deux hommes sont incapables de comprendre ce qui arrive à leur avion et de trouver comment remédier au problème. Allez, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Je sais pas, je vois rien! Cela signifie que les deux pilotes étaient très concentrés sur leur PFD, qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait et quelle était l'attitude, la position réelle de leur avion. C'est une découverte troublante. Qu'est-ce qui se passe? Nicolas Seger veut savoir ce qui est arrivé aux pilotes quand leurs instruments ont commencé à les trahir. Pour cela, il va utiliser un simulateur. Bon. Déclenchez l'anomalie côté gauche, s'il vous plaît. Il effectue le même vol après avoir programmé une anomalie dans la centrale inertielle côté commandant. En simulateur, on a observé les deux écrans d'affichage des données primaires de vol et on a constaté que tout fonctionnait comme prévu. On y est. Stoppez la simulation. Quand l'ADI du commandant indique une montée intempestive, l'alerte de désaccord se déclenche, signalant aux deux pilotes qu'ils reçoivent des données divergentes sur l'assiette. Bon. Reprenons à partir d'ici. Mais ce n'est pas tout. Le mode allègement se déclenche. Stoppez la simulation, s'il vous plaît.
Bien. Quand l'ADI atteint des valeurs excessives de tangage ou de roulis, il passe en mode allègement. Toutes les informations non essentielles disparaissent et des flèches rouges indiquent dans quelle direction le pilote doit se diriger. Le mode allègement aide les pilotes à se concentrer sur les choses les plus importantes. Et ça n'est pas la seule découverte que les enquêteurs font en simulateur. Devinez ce que ce mode efface. Le mode allègement supprime l'alerte de désaccord qui signale au pilote des affichages d'assiettes divergents. 4 secondes après son apparition, cette alerte s'efface. C'est trop bref pour permettre au commandant de comprendre le problème. Qu'est-ce qui se passe? En conséquence, il abaisse instinctivement le nez sans se rendre compte qu'il fait piquer son avion. Très vite, l'afficheur de l'OPL passe lui aussi en mode allègement. Mais il indique presque l'exact inverse de celui de son collègue. Redressez! Ni l'un ni l'autre n'ont plus d'alerte de désaccord. L'équipage est encore en train d'essayer de comprendre ce qui arrive, en plus de suivre les injonctions erronées des appareils. Et le petit encadré qui signalait le problème disparaît au moment où la situation se complique encore. Les pilotes s'efforcent de reprendre le contrôle. Aidez-moi! Oui, j'essaye. Tournez à gauche, à gauche! Sauf qu'ils ignorent que leurs PFD respectifs affichent des assiettes différentes. Cette information n'aurait pas dû s'effacer en mode allègement. C'était la seule que ces deux hommes avaient pour comprendre qu'il s'agissait d'un problème d'affichage entre les PFD. Les enquêteurs de la SHK savent désormais ce qui s'est passé. Il faut qu'on monte. Aidez-moi. Oui, il faut qu'on monte. Tournez à gauche. Non, à droite. Ok, bon sang! Mais pour comprendre pourquoi les pilotes ignoraient s'ils montaient ou s'ils descendaient... Allez, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas, je vois rien. Il faut faire des tests en vol. À bord du même avion, qui emprunte la même route par une même nuit sans lune, les enquêteurs vont faire l'expérience de ce que les pilotes ont vécu le 8 janvier 2016. On voit des lumières. Peut-être Ritsem? Je devine l'horizon là-bas. On approche de Bodø. Même quand on vole de nuit, il y a parfois des signaux visuels qui aident à comprendre l'orientation de l'avion. Par exemple, on aperçoit l'horizon quand il y a beaucoup de lumière dans les villes. Le test ne semble toutefois rien révéler qui sorte de l'ordinaire. Bon, commencez la descente vers Tromsø. On ne voit plus rien dehors. C'était très difficile de discerner l'horizon quand l'éclairage du poste de pilotage était branché. C'est une découverte capitale. Quand ces lampes sont allumées, il est presque impossible de voir les lumières au sol ou l'horizon. Les pilotes du vol 294 dépendaient donc totalement de leurs instruments pour se guider. Des instruments qui leur fournissaient des informations contradictoires. Il faut qu'on monte. Aidez-moi. Oui, il faut qu'on monte. Tournez à gauche. Non, à droite. À droite. Quand on ne voit pas à l'extérieur, on fait confiance aux instruments. Mais s'ils indiquent quelque chose qui s'oppose à ce que l'organisme humain ressent, on ne peut ignorer ni l'un ni l'autre. On doit vérifier ce qui se passe. C'est une pièce essentielle du puzzle. Briefing d'approche. Allons-y. Peu après que le commandant a allumé la lumière, D'après Lattice, il faut s'attendre... son afficheur lui indique une assiette à cabrer très forte. Qu'est-ce qui se passe?
Mais à cause de la lumière éblouissante, les deux hommes ne peuvent plus voir l'horizon. Et le commandant ignore si son avion monte ou pas. Si le problème était arrivé plus tôt, à un moment où les deux hommes distinguaient encore l'horizon, le dénouement aurait été sûrement très différent. En voyant ça, sa première réaction, c'est de pousser le manche. Selon Nicolas Seeger, aidez-moi! Oui, j'essaye. Cette décision empêche de comprendre les mouvements de l'avion. À gauche! Inclinaison. Un des adages qui s'est imposé tant dans l'aviation commerciale que l'aviation militaire, c'est qu'en cas d'urgence, il faut d'abord commander un café avant d'agir, parce que très peu d'événements exigent une réaction instantanée. En moins de 30 secondes, l'avion est sur le dos et en piqué. Inclinaison. Vu le fort facteur de charge négatif, les pilotes sont en état d'apesanteur et donc incapables de savoir s'ils montent ou s'ils descendent. Quand on encaisse des jets négatifs, on est désorienté, notamment parce que cela réduit les capacités cognitives, la faculté à comprendre la situation dans laquelle on se trouve. En seulement 5 secondes, le pilote automatique se débranche. L'assiette à cabrer du commandant passe à 30 degrés et son affichage change. Inclinaison. Mayday, Mayday, Mayday! 294, Mayday, Mayday, Mayday! Selon la SHK, l'enchaînement éclair des événements a induit ce qu'on appelle un effet de surprise chez les deux individus. Cet effet de surprise, ajouté au manque de communication entre les pilotes, peut expliquer les difficultés rencontrées pour résoudre le problème. Inclinaison. Inclinaison. En une fraction de seconde, ils sont passés d'une situation où le fonctionnement était totalement normal à une autre où il était totalement anormal. À gauche! Non, à droite. Inclinaison. Ok, bon sang! À bien des égards, cet accident est le scénario catastrophe parfait. Les deux membres d'équipage ne regardaient pas leurs instruments puisqu'ils devaient faire le briefing d'approche. Le pilote automatique s'est débranché très rapidement. L'indication d'une assiette à cabrer énorme est apparue. Inclinaison. Allez, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Je sais pas, je vois rien! La SHK pense avoir reconstitué l'enchaînement tragique des événements. Non! 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 Il ne subsiste plus qu'une seule interrogation. Briefing d'approche? Allons-y. Les enquêteurs ont levé le voile sur la fin du vol. Approche ILS, piste 01, route en rapprochement 009. Le briefing d'approche est interrompu lorsque le commandant de bord est averti d'une montée intempestive. Qu'est-ce qui se passe? L'incident débute par l'affichage d'une donnée erronée sur le PFD côté gauche, qui montre une assiette en augmentation. Sauf que le commandant ne sait pas que cette indication provient d'une centrale inertielle défectueuse. L'alerte d'assiette s'efface. Le pilote automatique se débranche et il pousse le manche en suivant les instructions de son ADI. Au moment où l'avion pique, les deux hommes ignorent que leurs afficheurs divergent. Quoi? Quoi? Ne voyant rien à l'extérieur, ils ne peuvent pas vérifier l'attitude de l'avion. Comme ce dernier prend rapidement de la vitesse, les jets négatifs placent les pilotes en état d'apesanteur. Le CRJ 200 prend de l'inclinaison en roulis sur sa gauche jusqu'à se retrouver à l'envers. Il est possible que ça ait eu lieu parce que l'OPL a pris le manche soit pour reprendre ses esprits, soit pour résoudre le problème. L'avion est sur le dos et plonge vers le sol quand l'afficheur du copilote indique un piqué et une inclinaison à gauche. Redressez! Inclinaison. Le commandant, lui, voit exactement l'inverse. Un avion en montée et en roulis côté droit. Les suggestions de son OPL n'ont donc aucun sens pour lui. Et les jets négatifs amoindrissent ses capacités de réflexion. Allez, aidez-moi! Aidez-moi! Inclinaison. Aidez-moi! Oui, j'essaye. Tournez à gauche, à gauche! Inclinaison. Non!
Quand on se retrouve en pleine nuit, aspiré dans une réalité comme celle-ci, qui n'est pas conforme à ce qui se passe vraiment, autrement dit une réalité faussée et déroutante, passé un certain stade, la confusion peut être fatale. L'avion pique presque à la verticale, presque sur le dos et presque à 945 km/h. Dans ces conditions, l'esprit humain cesse pour ainsi dire de fournir de bons conseils de pilotage. Et au-delà, il est impossible de faire une récupération. Il faut qu'on monte. Aidez-moi. Oui, il faut qu'on monte. Tournez à gauche. Non, à droite. Inclinaison. À droite. Ok, bon sang. Allez, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas, je vois rien. Inclinaison. Quoi? Inclinaison. Inclinaison. Non. Redressez. Non, non. 80 secondes après le début de l'incident, l'avion percute le sol. Il n'y a pas de formation permettant d'apprendre à effectuer une récupération efficace dans une situation comme celle-ci. La dernière question des enquêteurs est celle à laquelle il est le plus difficile de répondre. Pour quelle raison la centrale inertielle numéro 1 est-elle tombée en panne? Plus de 9000 instruments du même modèle étant en service dans le monde, la réponse à cette interrogation a une importance cruciale. Les deux centrales ont été récupérées sur le lieu de l'accident, mais en très mauvais état. La centrale inertielle était beaucoup trop endommagée. Du coup, on n'a pas réussi à identifier la cause du problème. Rien. Sans les mémoires de cet appareil, impossible de déterminer l'origine de la panne. On a tenté tout ce qui était possible, mais on manquait d'indices pour comprendre d'où elle venait. Qu'est-ce qui se passe? Quelle que soit sa provenance, la panne de la centrale inertielle n'aurait toutefois pas dû se solder par un accident, car des instruments sont prévus pour un tel cas de figure. La redondance est une des clés de voûte de la sécurité aérienne. Il faut non seulement des pilotes redondants pour éviter les erreurs humaines, mais également des instruments redondants pour qu'un point de défaillance unique n'empêche jamais de piloter en toute sécurité. Le rapport de la SHK pointe l'incapacité des pilotes à communiquer efficacement entre eux, le manque de renseignements fournis par les instruments de vol concernant la panne et les effets des facteurs de charge négatifs sur l'équipage comme étant les causes principales du drame. C'est très important de communiquer dès le début en cas de problème, pour que les deux pilotes comprennent ce qui se passe. Le rapport préconise que les compagnies aériennes adoptent des annonces standardisées afin que les pilotes signalent une situation semblable à celle du vol 294 et que les avionneurs améliorent les PFD pour que les alertes importantes ne s'effacent pas en mode allègement. S'il y a plus d'un pilote, c'est presque toujours le cas quand on vole avec une compagnie aérienne, il faut une procédure pour qu'il y ait une vérification croisée et des annonces standardisées pour que les actions et la réflexion soient coordonnées. Dans le cas de ce vol, un seul cerveau humain a pris des décisions incorrectes qui ont été à l'origine d'un accident par manque de coordination.